Alors, le fameux règlement IA de l'Union européenne, ça peut sembler un peu dense, mais l'idée ici, c'est de le décortiquer pour en faire un véritable guide de survie stratégique. On va voir ensemble ce que les organisations doivent savoir pour agir, et ce, dès maintenant. La question est simple, est-ce que les entreprises sont prêtes? Parce qu'attention, le règlement sur l'IA, ce n'est plus une vague idée pour le futur, c'est là, c'est concret. Ça redessine complètement le paysage avec de nouvelles règles, de belles opportunités et bien sûr quelques pièges à éviter. Alors, comment on s'y retrouve? Le plan est simple. D'abord, on va cartographier ce nouveau champ de mine juridique. Ensuite, on va se construire une boîte à outils en 2 temps pour être en règle, et on finira avec un plan d'action très concret. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet, le champ de bataille juridique. Parce que oui, ce règlement IA amène tout de suite 2 énormes défis pour n'importe quelle entreprise. La propriété intellectuelle, d'un côté, et la confidentialité des données, de l'autre. Et là, on a un premier point qui change absolument tout. L'obligation de transparence. En gros, les fournisseurs d'IA doivent dire avec quoi ils ont entraîné leur modèle. C'est une petite révolution, parce que pour la première fois, les créateurs vont pouvoir vérifier si leurs œuvres ont été utilisées. Et ça, on l'imagine bien, ça pourrait ouvrir la porte à une vague de contestation. Mais alors, la question qui tue, une œuvre créée par une IA, à qui appartient-elle? Eh bien, personne n'est vraiment d'accord. Les tribunaux sont complètement divisés. Résultat, c'est un véritable casse-tête juridique à l'échelle mondiale. Et pour les entreprises, c'est comme naviguer à vue en pleine tempête. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point les approches sont différentes. Aux États-Unis, c'est non, point final. Pour qu'il y ait droit d'auteur, il faut un humain. En Chine, c'est plus nuancé. C'est oui, mais à une condition, que les prompts, les instructions données à la machine, montrent un vrai travail intellectuel. Cette divergence a un impact direct sur la façon dont on peut utiliser ces contenus à l'international. Et pour bien enfoncer le clou, regardez cette décision d'un tribunal américain. C'est limpide. La réponse est oui, l'auteur doit être un humain. C'est direct, sans ambiguïté. Le risque de violation de la propriété intellectuelle n'est plus une théorie, c'est du concret. Donc, il y a le risque sur la propriété intellectuelle. Mais ce n'est pas tout. L'autre gros danger, c'est la fuite d'informations. On appelle ça la régurgitation. Sans de bonne protection, les données sensibles, les secrets d'entreprise qu'on confie à une IA, eh bien, ils pourraient se retrouver par accident dans les réponses fournies à d'autres utilisateurs. Bon, face à ce champ de mine, comment fait-on? Quelle est la solution? Eh bien, elle commence en interne. L'idée, c'est de se construire son propre centre de commandement pour tout ce qui touche à l'IA. Mais pourquoi s'embêter à mettre en place toute une structure de gouvernance dédiée à l'IA? En fait, le but, ce n'est pas juste de cocher des cases pour être en règle. C'est beaucoup plus malin que ça. C'est transformer une obligation légale en un avantage stratégique puissant. Et les bénéfices y sont là, très clairs. Une bonne gouvernance, bien sûr, ça permet de gérer les risques et de réduire les coûts. Mais le plus important, c'est que ça construit de la confiance. Et aujourd'hui, la confiance est devenue un véritable avantage concurrentiel. Alors comment on se lance? Ça peut paraître une montagne, mais en réalité, c'est un processus assez simple et bien structuré. Pas besoin de tout réinventer. Voyons ensemble les toutes premières étapes, celles qui sont essentielles. Ok, étape par étape. 1. On définit une stratégie claire au niveau de la direction. 2. On fait l'inventaire de tous les outils d'IA utilisés. 3. On monte un comité de supervision avec des gens de différents services. Et enfin, 4. On établit des règles internes claires pour tout le monde. Avec ces 4 piliers, on a déjà un cadre solide pour piloter l'IA de façon proactive. Parfait, le centre de commandement interne est en place. Maintenant, il faut s'occuper de l'extérieur. Il est temps de construire un bouclier pour se protéger dans les relations avec les fournisseurs et les partenaires. Et là, on arrive à la question qui fâche, mais qui est absolument cruciale. Quand une IA se plante, qui paye les pots cassés? Il faut avoir la réponse avant que le problème n'arrive. Et cette réponse, elle se trouve noir sur blanc dans le contrat. L'un des points de négociation les plus chauds, ça va être les données. Celles qui sont utilisées pour entraîner le modèle d'IA et pour l'affiner. C'est vraiment le nerf de la guerre, car c'est l'origine de ces données qui va déterminer sur qui pèse la responsabilité et le risque. Regardez, c'est très simple. Cas numéro 1. L'entraînement se fait avec les données du client. Dans ce cas, c'est au client de garantir qu'elles sont propres. Cas numéro 2. L'entraînement se fait avec les données du fournisseur. Là, la balle change de camp. C'est au fournisseur de garantir que tout est en règle. C'est un détail qui change tout. Alors, pour un contrat en béton, il y a plusieurs piliers. Le premier, définir l'usage. Il faut être ultra précis sur ce qui est autorisé et surtout sur ce qui est interdit. Et point très important, interdire toute utilisation qui risquerait de faire basculer l'IA dans une catégorie de risque plus élevée aux yeux de la loi. Deuxième pilier, tout aussi important, la propriété intellectuelle. Il faut clarifier qui est propriétaire de quoi. Des prompts d'utilisateurs, des résultats générés par l'IA et même du modèle d'IA une fois qu'il a été affiné. Sans oublier de gérer les droits des composants tiers, comme l'open source.
Et enfin, le troisième pilier, la responsabilité et les garanties. Attention, c'est un point clé. Les clauses de responsabilité qu'on utilise pour les logiciels classiques ne marchent pas pour l'IA. Une IA, c'est une sorte de boîte noire. Il faut donc complètement redéfinir ce qu'on appelle une anomalie et prévoir des clauses spécifiques. Allez, on récapitule. Mettons tout ça ensemble pour dessiner un plan d'action final. L'idée, ce n'est pas de voir ça comme une contrainte, mais de le transformer en une véritable opportunité stratégique. Voilà donc la boîte à outils. 3 actions clés. D'abord, on évalue le terrain, comprendre ses propres risques. Ensuite, on construit son centre de commandement, mettre en place une gouvernance interne solide. Et enfin, on forge son bouclier, rédiger des contrats en béton avec tous ses partenaires. Avec ça, on peut non seulement être en conformité, mais surtout faire de ce règlement un vrai levier de croissance. Le règlement IA est là, c'est un fait. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le voit comme une barrière ou est-ce qu'on s'en sert comme d'une feuille de route pour construire l'avenir ? Parce qu'au final, ce règlement, il donne un cadre pour bâtir une IA de confiance. Et c'est cette confiance qui sera le socle des innovations et de la croissance de demain.